D'abord, je voudrais remercier Barry Zacharie pour son intervention, en rappelant quand même, parce que tout ça est enregistré et c'est bien que les choses soient dites, cette mission est née dans l'esprit d'André Reichardt et de moi-même après la première mission que nous avons faite ensemble. Et on en a longuement parlé avec Barry Zacharie, notamment en termes d'opportunité, parce que c'est un sujet que nous avions envisagé dès avril, mais il a fallu que tout ça mature, parce que, comme Barry Zacharie l'a dit, c'est un sujet un peu difficile. Donc on a quelques minutes. Je voudrais juste apporter quelques précisions à ce qui a été dit, parce qu'on risque d'y revenir. Il se trouve que je reviens d'une mission en Arabie Saoudite. Donc c'est juste deux précisions. D'abord, la zakat, la charité, est désormais interdite en Arabie Saoudite de façon à pouvoir contrôler les flux financiers qui en résultent. Alors, on ne peut pas interdire la zakat. C'est- C'est un pilier canonique. Oui, mais non, mais attends, elle est interdite en ce moment dans les lieux publics. Elle est absolument interdite. Elle est interdite dans les lieux publics. Alors, elle est organisée probablement autrement, mais elle est comme ça. En ce qui concerne les pèlerinages, il y a 47 maintenant agences de tourisme qui sont autorisées à faire le pèlerinage, à organiser le pèlerinage. Elles doivent recevoir un agrément, et si elles dérogent aux règles déontologiques précisément pour ne pas gêner les pèlerins ou les décevoir, parce que c'est un acte fondamental de la vie du musulman, les autorités saoudiennes et notamment le ministère du pèlerinage, qui est quand même le ministère d'1,5 milliard de personnes, retirera les agréments. Donc ça, c'est une certitude. Ça nous a été dit par le ministre du pèlerinage et par le gouverneur de la Mecque la semaine dernière. Et donc, il y a tout ce contrôle des flux financiers. Voilà. Et en ce qui concerne la Fondation pour les œuvres de l'islam de France, ce sera l'objet d'une de nos prochaines auditions. Le halal va être un morceau de choix aussi de nos auditions, Madame la Présidente, je pense. Et donc, l'audition de Barry Zacharie aujourd'hui est en fait une audition fondatrice, puisqu'elle va soulever l'ensemble des questions dont nous avons la prétention auxquelles nous avons la prétention de vouloir apporter en tous les cas des réponses. Voilà, donc merci beaucoup pour cette brillante prestation. Monsieur Richard. Oui, moi je voudrais d'abord également remercier Barisa pour cette très, très bonne intervention et notamment cette présentation de l'islam en France telle que tu as bien voulu la compartimenter dans ses différentes parties. Ça me paraît particulièrement exhaustif. Moi, je voudrais vraiment poser une question très directe. Tu as notamment terminé, Barisa, en disant que, bien entendu, il faut s'opposer à l'instrumentalisation, c'est les termes que tu as utilisés, hein, de l'islam. Et ça me permet de rebondir sur une question que j'ai depuis le début de nos travaux. On n'en est pas très loin hein, dans ces travaux de la mission. On a commencé par entendre le représentant du bureau des cultes, enfin donc le ministère de l'Intérieur. Ensuite, ça c'était la première audition, c'était la semaine dernière, et cette semaine nous avons eu, outre une journaliste, malheureusement j'ai pas pu participer à son audition, puis Antoine Sfer et toi-même. Bon, j'ai quand même, en ayant été particulièrement attentif à ce que nous a dit Antoine Sfer, j'ai quand même noté que globalement, il mettait beaucoup l'accent sur des problèmes sociaux, je vais le dire comme ça. On peut aller un peu plus loin, sociaux, culturels presque, des communautés musulmanes dans ce pays. C'était d'ailleurs tout à fait intéressant aussi, bien. Mais finalement, après réflexion, j'ai pas le sentiment qu'il nous ait beaucoup parlé de l'islam. Voilà. Et toi, tu parles de l'islam. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais te remercier. Non, mais c'est le sujet. Mais tu as bien compris que ce qui nous importe surtout, c'est quel est le rôle de l'islam dans les difficultés que l'on connaît à l'heure actuelle, notamment avec cette montée absolument terrible du communautarisme d'un certain nombre de communautés, heureusement pas toutes, hein, et derrière, bien sûr, les départs de candidats, d'apprentis djihadistes, et puis maintenant,
ces drames tout à fait terribles que constituent ces attaques terroristes. Est-ce que tu peux peut-être approfondir un peu cette question du rôle, selon toi, que joue ou ne joue pas, puisque tu as parlé d'instrumentalisation, l'islam dans notre pays à cet égard. Tu en penses quoi? Est-ce que, pour faire simple, je caricature, j'étais à une conférence, je ne vais pas être trop long, j'étais à une conférence il y a 2 matins à Strasbourg, à l'occasion du premier anniversaire des événements tragiques de Charlie, respectivement de l'hypercacher. Et un des représentants musulmans à la table ronde disait, mais finalement, le problème du terrorisme est un problème politique et pas du tout religieux. Politique et pas du tout religieux. Quasiment, il en était à nier le rôle que pourrait avoir l'islam dans cette montée du communautarisme, respectivement, des départs vers le djihad, etc. Il mettait l'accent sur l'énorme précarité dans lesquelles se trouvaient à l'heure actuelle ces communautés musulmanes. Enfin bref, ce que nous a tout à l'heure présenté très magnifiquement donc Antoine Sfer. Donc, je voudrais que tu puisses peut-être approfondir un petit peu cette question. Je répète, voilà, maladroitement présenté. Selon toi, quel est le rôle de l'islam dans cette radicalisation, dans cette montée des communautarismes? Est-ce que vraiment tu vois, voilà, est-ce que tu penses que l'islam, tel que tu nous l'as présenté en France, je dis bien la religion, voilà, joue un rôle, ou est-ce que, ou non, tu vois, voilà. Deuxièmement, et ça va aller beaucoup plus vite, vraiment, moi j'ai été surpris par ce que tu disais. J'essaie de retrouver voilà, l'islam, voilà, parce que tu as dit l'islam n'existerait que dans la radicalité ou la médiocrité. Comment se fait-il que dans ce pays, semble-t-il, contrairement à d'autres pays tels que par exemple le Royaume-Uni ou l'Allemagne que je connais bien, il n'y ait pas vraiment d'élite musulmane qui puisse jouer les premiers rôles pour tirer vers le haut cette religion qui, à l'heure actuelle, est considérée comme tu viens de le dire. Voilà. Tu as compris que c'est fondamental d'avoir des gens qui puissent tirer vers le haut. Alors, à la deuxième question, qui est plus facile, je vais d'abord répondre que est-ce que je vous demande de répondre à ma question. Est-ce que vous me voyez beaucoup sur les plateaux télé? Non, je pense pas. Non. Je ne suis jamais invitée sur les plateaux télé. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que je représente ce qui n'est pas dans la ligne. N'est pas dans la ligne. Je vais vous raconter une anecdote qui est tout à fait parlante. Un jour, je suis, comme on dit, castée pour une émission de télévision, une grande émission du soir. Et on me dit, qu'est-ce que vous pensez de tel sujet sur l'islam, etc. Donc je réponds. Et puis on me dit, on vous rappelle pour le maquillage, pour vous dire, etc. On ne me rappelle jamais. Et je regarde par curiosité qui on a choisi à ma place. Et ben c'est la catégorie des analphabètes bilingues. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis représentée par ça. Donc on ne nous tend pas le micro. On ne nous tend pas le micro. Ça, je le dis haut et fort. Nous avons créé, pour essayer de nous faire entendre, parce que l'élite qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, l'élite républicaine qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, il y en a plein les tiroirs. Depuis des normaliens, des polytechniciens, des énarques, des ingénieurs, des avocats, et nous avons été obligés de créer un club pour exister. Le club 21e siècle, qui a fourni plusieurs ministres d'ailleurs. Donc, dans la sphère économique, nous sommes représentés parce que, comme dirait un ministre libéral, moi, j'ai pas de problème avec la couleur de peau ni avec la religion, tant qu'il y a les compétences. Mais ce n'est pas le cas dans la sphère politique, dans la sphère citoyenne et dans la sphère médiatique. Je suis au comité d'éthique, comme les journalistes et les médias, je les interpelle souvent et que j'ai présenté quelques amendements pour qu'on regarde quand même la question de la diversité à l'écran parce qu'ils formatent les représentations.
Il y a quelques patrons de chaînes qui se sont intéressés à moi, mais ils se sont intéressés à moi non pas pour que je sois à l'écran, mais que pour que je les aide à changer les mentalités au sein de la télévision. Donc je suis membre du comité d'éthique de BFM TV. Et depuis, on a fait des progrès. Il y a des visages nouveaux. Et quand quelqu'un dans les quartiers ne se sent représenté par personne, qu'il n'y a pas de visage, qu'il n'y a pas de modèle, positif d'identification. Il ne peut pas toujours s'identifier à Zidane. Il ne peut pas toujours s'identifier à Jamel Debbouze. C'est pas possible. Ça, c'est du talent pur. Il a besoin de s'identifier peut-être au médecin qui passera à la télévision, peut-être à l'avocat qui pourra passer à la télévision, à l'enseignant. Donc il n'y a pas ça. L'élite existe. Elle est exceptionnelle. Elle est brillante, brillantissime. Elle a dû se battre. Hein, et puis au bout d'un moment, moi ce que je dis quand je parle de mon propre parcours, je dis, moi ici, mes collègues ont reconnu mes compétences, quand j'ai présidé les débats, ont reconnu mes compétences et oublié mon appartenance. Mais encore faut-il qu'on vous tende la main, qu'on vous tende le micro, qu'on vous dise tu existes. Donc le problème, il est là, c'est un problème de visibilité. De visibilité. Ils ne sont pas visibles, donc ils n'existent pas. Donc ils sont médiocres ou inexistants ou radicaux. Et pendant ce temps-là, qui prend les écrans? C'est les radicaux. Les radicaux, on va les interroger. Ils vont sur les plateaux télévision. Et donc ce sont ceux-là qui sont censés être les musulmans de France. Et donc, bien évidemment, on peut penser que l'islam n'existe que dans sa radicalité et dans sa médiocrité, parce que cela représente et la radicalité et la médiocrité. Voilà, donc... alors, sur la deuxième question, la première question, une question qui est plus difficile. À la commission d'enquête sur le réseau djihadiste, on a quand même tiré la conclusion que si tous les gens qui étaient... Il y a une question des discriminations qui existent. À l'évidence, les discriminations sont des morts sociales. Ça existe. Mais si tous les gens qui étaient discriminés, qui n'avaient pas de boulot, allaient au djihad, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a autre chose. Et le autre chose, c'est justement cette humiliation des musulmans du monde. Parce que les gens qui vont chez Daesh, là, ils viennent de Nouvelle-Zélande, ils viennent d'Australie, ils viennent d'Angleterre, ils viennent d'Espagne, ils viennent du Maroc, ils viennent de partout. Donc il y a un problème. Outre la question, Daesh recrute plus que les entreprises françaises. Il y a autre chose. Il y a une question d'humiliation. Et quand, dans le logiciel d'un musulman, on a détruit Bagdad et qu'on détruit Damas, c'est comme si on tuait une deuxième fois les Omeyyades et les Abbassides, la belle période de l'islam. Quelque part, on lui dit « tu n'as pas existé, tu n'as jamais existé, tu es moins que rien ». Et donc il y a ce ressort qui joue. Donc je ne pense pas que les conditions de vie, je pense que les conditions de vie, c'est un terreau, parce que les gens qui sont inactifs, qui ne travaillent pas, ils sont plus facilement identifiables et on peut plus facilement leur monter le bourrichon que ceux qui bossent, ceux qui sont occupés, etc. Il y a peut-être un aspect, mais ce n'est pas l'aspect principal. Il y a autre chose. Et je pense que ça, il faut quand même qu'on l'étudie. Et qu'est-ce qu'on fait des 50% de convertis? Et il y a les 50% de convertis qui ont... Alors il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a la question de l'idéologie. Nous, dans notre jeunesse, il y avait des idéologies, il y avait plusieurs idéologies sur le marché. Et on allait là où ça nous correspondait. Aujourd'hui, les idéologies sont tombées, il n'y a plus de sens. On ne donne plus de sens à la vie, on ne donne plus de sens aux jeunes, on ne donne plus de sens à l'avenir. Et bien là, c'est ce que disait Roy, quand même un grand spécialiste. Il disait la seule idéologie sur le marché aujourd'hui, c'est Daesh. C'est quand même grave. C'est quand même gravissime. Donc donner du sens. Ils cherchent, je pense que ces convertis cherchent du sens, cherchent une chaleur humaine qu'ils n'ont peut-être pas dans leur vie familiale parce que les familles sont composées, décomposées, recomposées. On cherche du sens. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est en termes de ressenti. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse.